Ferme les yeux un instant. Sens cette chaleur familière qui t'enveloppe. Le lit moelleux, la cuisine accueillante, la salle de bain confortable. Ces éléments du quotidien, si banals pour certains, restent un rêve inaccessible pour des millions d'autres. Ce n'est pourtant qu'un fragment d'une réalité bien plus vaste et contrastée, celle de l'habitat à travers le monde. Tandis que certains vivent dans des palais somptueux qui laissent sans voix, d'autres se battent pour survivre dans des conditions qui défient toute idée du mot maison. Des lieux où l'on a rendu possible ce qui semblait inconcevable, où des visions folles sont devenues réalité. Es-tu prêt à découvrir des habitats qui redéfinissent notre conception du mot chez soi? Alors embarque avec nous pour un voyage fascinant à travers les lieux de vie les plus extraordinaires de la planète. Makoko, les bidonvilles flottants du Nigeria. Quand on pense à une ville sur l'eau, Venise vient immédiatement à l'esprit. Mais loin du romantisme italien, au cœur de Lagos, au Nigeria, existe une autre ville aquatique, Makoko. Un bidonville flottant, oublié du monde, où plus de 200 000 personnes tentent de survivre dans des cabanes de bois perchées sur des pilotis instables. Né d'un modeste village de pêcheurs, Makoko a explosé avec la croissance démographique fulgurante du pays. Les terres devenant rares et inaccessibles, des milliers de familles sans autre alternative se sont tournées vers les eaux lagunaires pour y bâtir un refuge de fortune. Le plus grand drame, Makoko n'est même pas reconnu officiellement par le gouvernement nigérian. Cela signifie pas d'accès à l'eau potable, à la santé, à l'éducation ou à une gestion des déchets. Les canaux sont encombrés de pirogues qui naviguent difficilement entre les cabanes sur une eau noire et toxique où sont déversés ordures et excréments. Résultat, les maladies comme le choléra, la typhoïde ou la malaria font partie du quotidien. Une vie rude devenue ici la norme. La Rinconada, entre rêve d'or et manque d'air. Imagine vivre à plus de 5000 mètres d'altitude, là où l'oxygène se fait rare. Bienvenue à la Rinconada, au Pérou, la ville la plus haute du monde. Ici, près de 30 000 personnes vivent dans un froid glacial, sans route pavée, ni infrastructure digne de ce nom. Ce qu'elles y cherchent? L'or. Beaucoup d'or. Située à proximité d'une immense mine, la ville attire les désespérés venus fuir la misère. Mais l'Eldorado promis est cruel. La majorité des mineurs travaillent sans contrat, sans équipement et sans salaire. Leur seul espoir? Obtenir un sac de roches aurifères après 30 jours de travail non payé. Au-delà de l'air raréfié, la Rinconada est un enfer. Eau contaminée, logements insalubres, insécurité et température négative toute l'année. Ici, l'or brille, mais la réalité est sombre. Une lutte quotidienne entre espoir et survie. Larangar, une ville de méditation dans les nuages. Perchée à plus de 4000 mètres dans les montagnes tibétaines, Larangar est bien plus qu'un simple village. C'est un centre spirituel bouddhiste majeur. Près de 10 000 moines, nonnes et fidèles y vivent pour une seule quête, l'éveil spirituel. Les maisons rouges, serrées les unes contre les autres sur les pentes abruptes, forment un tableau saisissant de paix et de dévotion. Ici, chaque jour est rythmé par l'étude, la prière et la méditation dans une rigueur extrême. Pas de chauffage, pas de luxe, juste l'essentiel, dans un froid mordant. Mais Larangar, c'est aussi une incroyable solidarité. Chacun vit dans la simplicité, unis dans une même ferveur. Ceux qui réussissent à y parvenir, après une ascension difficile, découvrent un univers unique où chaque respiration est un pas vers l'illumination. Les maisons sous les ponts de Manille, une vie en équilibre. À Manille, capitale des Philippines, les ponts ne sont pas seulement des structures routières. Pour des centaines de familles, ils sont un toit. Sous ces géants de béton, des abris précaires en tôle et en bois s'entassent, à quelques mètres seulement d'une rivière souvent en crue. Les enfants y grandissent au milieu du vacarme, dans une insalubrité constante. Pas d'eau courante, pas de toilettes. Les adultes survivent grâce à de petits boulots, vendeurs de rue, éboueurs ou journaliers. Et chaque saison des pluies transforme ces abris en pièges mortels. Ces familles sont souvent d'anciens paysans venus chercher une vie meilleure en ville. Mais au lieu de cela, elles vivent dans l'ombre des ponts, oubliées, dans une société qui les regarde à peine. Alexis, vivre dans la nuit éternelle.
Passer quelques mois sans lumière du jour, c'est le quotidien des scientifiques de la station Halley 6 en Antarctique. Perchée sur une immense plateforme glacée, cette base de recherche vit 100 jours par an dans une obscurité totale, par -50°C et des vents à 100 km/h. Aucun arbre, aucun animal, juste le silence, le froid et une poignée de chercheurs isolés du monde. Mais leur mission est essentielle, étudier le climat, l'ozone et des phénomènes cruciaux pour notre planète. Pour survivre, la station repose sur une prouesse d'ingénierie. Des modules sur vérins hydrauliques, capables de se déplacer sur la glace. C'est un bijou de technologie dans l'un des endroits les plus hostiles au monde. Ici, la solitude forge des liens puissants, une petite communauté soudée face à l'immensité glacée. Whittier, une ville sous un même toit. Peux-tu imaginer toute une ville contenue dans un seul bâtiment? C'est la réalité à Whittier, en Alaska. Dans la tour Begich Towers vivent les 270 habitants de la commune. Ce complexe unique abrite appartements, écoles, postes, supermarchés, églises, mairies, tout. En hiver, avec des tempêtes de neige constantes, les habitants n'ont presque jamais besoin de sortir. Un tunnel unique relie Whittier au monde extérieur, ouvert seulement de 7h à 22h et en alternance toutes les 30 minutes. Ce choix radical s'est imposé face à un climat extrême. Et malgré son apparence de bunker post-apocalyptique, Whittier fonctionne comme une grande famille. Ici, ville et foyer ne font qu'un. Un havre de paix pour les amoureux du silence. Niché à 2000 mètres d'altitude dans les Alpes italiennes, ce lieu reculé est un sanctuaire pour ceux qui fuient le tumulte du monde moderne. Pas de route, pas de bruit, pas de foule, juste le vent, les oiseaux et le silence. Mais pour l'atteindre, il faut marcher. L'hiver, les sentiers disparaissent sous la neige et seuls les hélicoptères peuvent ravitailler ou secourir. Ce refuge s'adresse à ceux qui acceptent la solitude, l'effort et la déconnexion totale. En retour, des levées de soleil sur des crêtes infinies, un ciel étoilé à couper le souffle, une paix intérieure que seules les hauteurs peuvent offrir. Ce n'est pas un lieu pour tout le monde, mais pour certains, c'est le paradis. De la solitude, un havre de paix pour les âmes en quête. Il existe des lieux où la solitude n'est pas un fardeau, mais un choix, où le silence n'est pas un vide, mais une richesse. Ces endroits, souvent hostiles au confort moderne, attirent des âmes en quête de sens, de paix intérieure ou simplement d'une vie différente. Ici commence notre voyage à travers quelques-uns des habitats les plus insolites du monde, là où l'extrême devient quotidien et où l'humain, plutôt que de fuir, choisit de s'installer. Tristan da Cunha, une oasis de paix au bout du monde. Imaginez une île perdue au beau milieu de l'Atlantique Sud, à plus de 2000 km de la première côte. Aucun avion ne peut s'y poser, aucune route ne relie ses rivages à une autre terre. Le seul moyen de s'y rendre, un bateau cargo, qui met 2 semaines pour la traverser, quand il y en a un. Bienvenue à Tristan da Cunha, surnommé l'endroit le plus isolé du monde habité. À peine 270 personnes y vivent, formant une seule et unique communauté. La vie y est simple, rythmée par la pêche, l'agriculture et l'élevage. On cultive des pommes de terre dans des champs battus par les vents, on partage les ressources et l'argent, ici, ne fait pas la loi. Les décisions sont prises en assemblée, les conflits rares et la solidarité absolue. Il n'y a ni supermarché, ni cinéma, ni hôpital digne de ce nom. Pourtant, ceux qui y vivent refusent de partir. Parce que Tristan da Cunha, c'est un cocon. Un monde sans violence, sans pollution, sans course contre le temps. Un retour brut à l'essentiel. Santa Cruz del Islot, la minuscule île sans moustiques. Changement de décor. Cap sur la mer des Caraïbes. Au large de la Colombie, une île étonne tous ceux qui la découvrent. Elle ne mesure que 12 000 mètres carrés, soit à peine plus qu'un terrain de football. Et pourtant, elle abrite plus de 1200 habitants. C'est Santa Cruz del Islot, l'un des lieux les plus densément peuplés de la planète. Mais ce n'est pas sa seule particularité. Ce qui fait sa renommée, c'est qu'il n'y a pas de moustiques. Une anomalie miraculeuse dans une région infestée où ces insectes transmettent des maladies mortelles. Alors, malgré l'espace restreint, le manque d'eau potable, l'absence d'infrastructures modernes, les habitants restent. Ils s'entraident, vivent dans des maisons colorées imbriquées les unes sur les autres
organisent leur quotidien avec une efficacité impressionnante. Ce bout de terre, aussi petit soit-il, représente pour eux un havre, un abri contre les fléaux extérieurs. Et comme souvent, ce n'est pas le confort matériel qui retient les gens, mais la tranquillité. Aogashima, une vie entre les cratères. Cap sur le Japon, au sud de Tokyo. Perdue dans l'océan Pacifique, l'île Aogashima semble tout droit sortie d'un roman fantastique. C'est un ancien volcan dont le cratère abrite un village entier. Il faut le voir pour le croire. Des maisons colorées s'accrochent au flanc du cratère, cernées par les pentes abruptes d'une caldeira encore active. Il n'y a pas de route pour s'y rendre, pas de ferry régulier. Seuls les hélicoptères permettent de rejoindre cette terre mystérieuse. Et pourtant, une centaine de personnes y vivent. Par choix. Le sol volcanique, très fertile, permet de cultiver légumes et herbes aromatiques. Les sources thermales offrent des bains naturels. La nature y est reine et la communauté soudée. Certes, le danger est réel, le volcan pourrait se réveiller, mais les habitants disent « Nous connaissons le risque et nous l'acceptons. Ici, la vie est rude, mais belle, sauvage, mais authentique. Une ode au courage et à l'amour d'une terre. » Le Manhattan du désert. Au cœur du désert du Yémen se dresse une ville qui semble défier le temps et les éléments. Shibam, surnommée le Manhattan du désert. Depuis le XVIIe siècle, cette cité s'élève avec majesté grâce à ses tours en terre crue, certaines hautes de plus de 30 mètres. Imaginez, une skyline faite d'adobe au milieu des sables. C'est à la fois une prouesse architecturale et une adaptation ingénieuse à l'environnement hostile. Là où d'autres villes s'étendent à l'horizontale, Shibam a choisi la verticalité pour se protéger des crues et maximiser l'ombre. Pourtant, le climat est extrême. Les températures montent au-dessus de 45 degrés, les ressources sont rares et les tempêtes de sable fréquentes. Mais les habitants y sont attachés. Car Shibam, c'est une mémoire vivante, un patrimoine que l'on restaure, protège et habite fièrement. Une preuve que même dans les déserts les plus inhospitaliers, l'homme peut bâtir des merveilles. La maison qui marche, une utopie sur pattes, direction Copenhague, au Danemark. Là, un collectif d'artistes et d'architectes a donné vie à une idée aussi folle que fascinante. Une maison mobile qui marche. Posée sur 6 pattes mécaniques, cette structure en acier avance à 60 mètres par heure. Son allure est étrange, presque animale. Elle transporte avec elle cuisine, lit, toilette, tout le nécessaire pour vivre, où que l'on soit. Cette création s'inspire du rêve de liberté absolue, pouvoir habiter le monde sans y être fixé. Fuir la sédentarité, emmener sa maison là où le vent nous pousse. Mais cette vie demande de l'adaptabilité. Chaque déplacement modifie l'équilibre intérieur. L'espace est restreint, l'entretien complexe. C'est un habitat conceptuel plus qu'un foyer. Une invitation à repenser notre rapport à la maison, au mouvement et à la planète. Les maisons flottantes, une vie entre deux mondes. À Vancouver, comme dans d'autres villes maritimes, un nouveau type d'habitat séduit les amateurs d'alternatives. Les floating homes, ou maisons flottantes. Amarrées à un quai, elles offrent tout le confort d'une maison classique, mais sur l'eau. On y vit au rythme des marées, bercé par le clapotis des vagues. Le matin, on ouvre ses volets sur un paysage mouvant, vivant. Ce style de vie attire les amoureux de la nature, les passionnés de voile ou ceux qui veulent simplement rompre avec la routine urbaine. Mais tout n'est pas idyllique. L'humidité est constante, les accès parfois difficiles et les assurances coûteuses. Pourtant, pour beaucoup, le simple fait d'habiter entre ciel et mer suffit à justifier tous les sacrifices. Ostrog, le monastère suspendu dans la falaise. Enfin, au Monténégro, un lieu suspendu entre terre et ciel incarne le sommet du retrait du monde, le monastère d'Ostrog. Creusé à même la falaise, à près de 1000 mètres d'altitude, il semble flotter dans l'air. Des dizaines de milliers de pèlerins le visitent chaque année, bravant des sentiers escarpés pour atteindre ce sanctuaire. Mais une poignée de moines y vit à l'année, dans le plus grand dépouillement. Pas de télévision, pas d'Internet. Le silence règne, l'ascèse est totale. Et pourtant, ils décrivent une paix immense, une joie profonde. Loin du tumulte, ils disent avoir trouvé l'essentiel. Slab City, l'ultime refuge des marginaux. Et pour conclure, direction la Californie, en plein désert. Là, une ancienne base militaire désaffectée s'est transformée en ville anarchique.
Slab City. Aucune loi, aucun impôt, aucun service public. On y vit avec ce qu'on a. Certains dans des caravanes, d'autres dans des cabanes bricolées. L'eau est rare, l'électricité aussi. Ici se retrouvent les exclus, les artistes, les marginaux, les esprits libres, ceux qui rejettent le système. C'est un lieu dur, mais sincère. Un ultime bastion de liberté, brute. Et si l'extrême n'était qu'une autre normalité? Qu'il soit niché sur un volcan, suspendu à une falaise ou flottant sur l'eau, ces habitats extrêmes nous interrogent. Pourquoi choisit-on de vivre là où la plupart ne feraient que passer? Pourquoi s'attacher à un mode de vie difficile, rude, parfois dangereux? Parce que pour ces habitants, l'extrême est un choix, un appel, un mode de vie qui rejette le superflu pour mieux retrouver l'essentiel. Une quête de liberté, d'authenticité ou simplement d'un autre rapport au monde. Ces lieux nous rappellent une chose précieuse. Le confort ne fait pas le bonheur. Et parfois, c'est dans l'isolement, la rudesse ou la simplicité que l'on découvre ce qu'habiter veut vraiment dire.